Alors, nous sommes de retour en studio. Nous allons parler d'un sujet d'actualité, on va dire. Nous sommes avec le docteur Diakaridja Fofana. Vous êtes entomologiste médical, chef du service de la lutte antivectorielle à l'INHP. Effectivement. Alors, on a entendu, mais on n'a pas compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entomologie médicale. En fait, merci Mariam. L'entomologie médicale, c'est bien cette science qui étudie les insectes vecteurs de maladies. D'accord. Voilà. Les insectes vecteurs de maladies. Très bien. Donc, une parenthèse. Ouais. Quand les gens pensent que le palu est donné, on attrape le palu parce qu'on est fatigué à cause du soleil, c'est faux. Vous nous confirmez que le palu, c'est forcément le moustique? Effectivement, le paludisme est transmis exclusivement par la piqûre de moustique. Le moustique du genre Anopheles. C'est seulement la piqûre de ce moustique-là qui transmet le paludisme. Mais il arrive souvent que les gens, avant de faire la maladie, ils ont vécu un certain nombre de situations avec lesquelles ils font des relations. Pour ces personnes-là, le soleil, le fait d'avoir mangé de la tiquée rouge, et ainsi de suite, font partie des éléments qui transmettent le paludisme. Non, il n'en est rien absolument. C'est pas possible. Si on a le paludisme, c'est qu'on a été piqué par un moustique. été piqué par le moustique. Ça, c'est bon à savoir parce qu'il y a tellement de confusion. D'accord, ça c'est une chose. Mais notre sujet, il est quelque peu différent. On parle de la campagne de démoustication pour sensibiliser les populations ivoiriennes sur le virus Zika. Voilà. Alors, le virus Zika, c'est sur l'échelle étrangère qu'on en entendait parler et tout. Un virus qui sévit dans les zones comme le Brésil. En Amérique latine, là-bas. C'est ce qu'on pensait, en tout cas. Oui. Effectivement, la maladie à virus Zika, vous serez certainement étonné, c'est qu'elle tient son origine encore en Afrique. Encore? Oui. Elle a été découverte en 1947 chez les singes dans les forêts ougandaises. Encore eux. Encore eux. Donc c'est une zoonose. Et 5 ans plus tard, en 1952, on a isolé ce virus-là chez les humains, en Tanzanie et puis en Ouganda. Et c'est resté latent jusqu'en 2007 où on a eu la première épidémie sur les îles Yap, en Micronésie, où la maladie a atteint plus des 3/4 de la population. Oh là là. Ça, c'est 2007. Et c'est en 2015 là, que la maladie a effectivement refait surface au Brésil, avec plus de 1,5 million cas détectés. Et parmi ces 1,5 million cas détectés là, on a enregistré 757 cas de microcéphalées, avec 154 décès. C'est quoi les microcéphalées? Les microcéphalées, là, c'est ces enfants qui naissent avec un périmètre crânien réduit, inférieur à la normale. Donc, on a enregistré ce nombre-là, 554, avec 157 cas de décès liés à cette microcéphalie. Et quand c'était arrivé comme ça au Brésil, c'était déjà vers la fin de l'année 2015. Je crois qu'autour du 1er février 2016, l'organisation, au cours d'une réunion des experts de l'Organisation mondiale de la santé, il a été décidé de considérer cette maladie-là comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que dès qu'on sort d'un problème de santé mondiale, on rentre dans un autre. Je veux dire, on a l'impression que ça s'enchaîne. Avant ça, on parlait d'Ebola. On en est sorti depuis peu de temps. On a l'impression que dès qu'on arrive à résoudre un problème, il y en a un autre qui se crée. Est-ce que ça a une explication scientifique ou médicale? Pas d'explication scientifique et médicale en tant que telle. La seule chose, c'est que souvent, on relâche un peu au niveau des contrôles. Ce qu'on appelle la surveillance. Si on relâche au niveau de la surveillance, il va sans dire que les maladies vont nous surprendre. Okay. Sinon, quand la surveillance est bien faite, on décèle le problème très tôt et on lutte rapidement. D'accord. Alors, quand on dit virus Zika, il est sous quelle forme? C'est un moustique aussi? Le virus Zika, comme vous l'avez dit, c'est un virus. Il est transmis par la piqûre de moustiques du genre Aedes.
Du genre? Aedes. C'est un modèle de moustique. C'est un genre de moustique qui est généralement connu presque de tous. Hein. C'est ces moustiques blancs-noirs là, que nous rencontrons souvent dans nos jardins à partir de 16h, 15h. Là. C'est ce genre de moustique-là. Donc, ce n'est pas lui, ce n'est pas le même qui donne le palu? Non, ce n'est pas le même qui donne le palu. Celui qui donne le palu, c'est le genre Anopheles. Et puis eux tous, ils sont ici? Et tous, ils sont chez nous ici. Ça, c'est bon à savoir. Donc, ça veut dire qu'on peut se faire piquer par les deux? On peut se faire piquer par les deux, le même jour. Parce que les deux recherchent quand même quelque chose chez nous, c'est notre sang, la protéine animale. Ces moustiques ont besoin de cette protéine-là pour le développement de leurs œufs. Rien que ça. C'est tout. C'est tout. Quand le moustique femelle est fécondé, les œufs n'arriveront à maturité que lorsque ce moustique femelle-là va prendre un repas sanguin. Oui. Bon, d'accord. Maintenant, je suis tellement choquée. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on associe ça à la femme et à l'enfant? L'homme, lui, quand on le pique, ça lui fait rien? Effectivement, l'homme, ça lui fait quelque chose, mais la conséquence est plus visible au niveau de la femme enceinte. Okay. Parce qu'une femme enceinte atteinte de cette maladie-là, la maladie à virus Zika, l'enfant est du coup menacé. Donc l'enfant, cette femme va, si on n'y prend pas garde, la femme va accoucher d'un enfant qui a atteint de cette maladie-là, la microcéphalie. Sinon, chez les hommes, d'une manière générale, la conséquence qu'on a souvent, c'est des troubles neurologiques. Et c'est passager. Mais quand ça se complique... Ça veut dire quoi, les troubles neurologiques? Qu'est-ce qu'il fait? C'est des problèmes au niveau des nerfs qui peuvent se compliquer jusqu'à aboutir à la paralysie. Mais c'est temporaire? C'est temporaire, c'est passager. Et chez l'enfant? L'enfant qui n'est pas dans le ventre de sa mère? L'enfant qui n'est pas dans le ventre de sa mère est soumis au même problème. Le petit gars de 2 ans, 3 ans. Le petit gars de 2 ans et autres, il n'a plus à faire des microcéphalies. Lui, c'est l'histoire de troubles neurologiques et autres. D'accord. Maintenant, la femme enceinte, non seulement malheureusement son enfant est atteint, et puis elle sera paralysée aussi. Elle peut ce qu'on appelle paralysée par la suite. D'accord. Voilà. D'accord, ça on a compris. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est la femme enceinte qui l'est déjà. Oui. Qu'est-ce qu'elle a comme moyen de prévention pour ne pas attraper cette maladie? Bien. Pour ne pas attraper cette maladie, dans un premier temps, lorsqu'on détecte la présence de la circulation du virus dans une localité, cette femme ne doit pas s'y rendre. Ça, c'est d'un. Et de deux, cette femme, autour d'elle, dans son environnement immédiat, elle doit éviter les piqûres de moustiques. Ça, c'est difficile. Elle doit éviter de se faire piquer par les moustiques. Comment elle doit y parvenir? Docteur, dites-nous, comment on peut éviter? Voilà, comment on peut y parvenir? Il y a plusieurs méthodes d'éviter la piqûre des moustiques. On peut utiliser des répulsifs, des pommades répulsives, à un moment donné. Mais aujourd'hui... Ça marche? Les pommades anti-moustiques, on en voit dans les supermarchés? Oui, ça marche pour un temps donné. Il faut se mettre la pommade régulièrement. Voilà, régulièrement, ça marche pour un temps donné. Et cette femme doit dormir sous moustiquaire imprégné. Même si elle est au climatiseur? Il faut éviter, parce que d'un moment à l'autre, lorsque vous ouvrez quand même votre porte, un moustique peut vous suivre. Oui, mais moustiquaire imprégné, ça c'est au moment de dormir. Oui, ça c'est au moment de dormir. Au salon, pendant la journée. En fait, j'en viens. Okay. Je parlais de la moustiquaire imprégnée. Et c'est ce qui va nous amener aujourd'hui à parler de cette démoustication qui nous tient tant. C'est que, en plus de tout ce que vous avez fait là, il faut éviter les objets qui contiennent de l'eau autour et dans votre environnement immédiat. C'est-à-dire éviter que les moustiques utilisent votre cadre de vie pour pondre. Vous avez par exemple à la maison des récipients qui contiennent de l'eau inutiles, qui ne servent absolument à rien. Alors, ce qu'on a compris, c'est que les moustiques prolifèrent dans l'eau. Oui, les moustiques prolifèrent à partir de l'eau. Okay. Sans eau, il n'y a pas de moustiques. Okay. On a parlé d'un moment à l'autre, on a parlé du sang, de l'importance du sang pour le développement des moustiques. Tant bien que ce moustique femelle ait pris son repas de sang, si le moustique femelle n'a pas d'eau pour pondre, il ne pompe pas et cette génération-là prendra fin là.
Donc l'objectif, c'est de rompre cette chaîne-là. Même si le moustique arrive à prendre son repas sanguin, évitez que le moustique vienne pondre chez vous ou autour de votre domicile. Voilà. Alors, on peut maîtriser peut-être chez soi. Quand vous dites éviter les récipients, c'est quoi? Si on a une fleur... Un pot de fleurs qui contient de l'eau. Un pot de fleurs qui contient de l'eau, on évite. Oui, il faut régulièrement, si vous tenez tant à ce pot de fleurs et qui a besoin d'eau, il faut renouveler régulièrement cette eau-là. Moi, je vous conseille de renouveler cette eau-là au plus 3 à 4 jours. Parce que les moustiques n'aiment pas l'eau propre. Les moustiques aiment l'eau propre. Comment vous avez par exemple, il y a un moment, un passé très récent au niveau du district autonome d'Abidjan, il y avait des quartiers qui souffraient beaucoup de problèmes d'eau. Et les gens faisaient des collectes d'eau, de stockage d'eau. Cette eau-là, elle est propre. Mais quand vous laissez cette eau non couverte, les moustiques y pondent. Les populations peuvent en témoigner. Cette eau, elle est propre. Et les gens viennent, ils trouvent des petites bêtes. Malheureusement, ils ne savent pas que les petites bêtes qui sont dans l'eau, là, un peu viriliformes, là, ils ne savent pas que c'est des larves de moustiques. Souvent, ils font des petits mouvements. Les larves de moustiques vont au fond, ils récupèrent leur eau. Donc, ce n'est pas forcément l'eau sale. C'est pas forcément l'eau sale. C'est l'eau d'une manière générale. L'eau sale même est vraiment prisée par un autre genre de moustique qu'on appelle souvent le moustique urbain, qui est un autre genre en plus du genre Anopheles aedes, c'est le genre Culex. Lui, il aime vraiment les eaux sales. Il va les trouver dans les puisards et autres. Si par exemple, une femme qui a un bel intérieur aime les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, aujourd'hui on a de très beaux vases transparents et puis on a dedans beaucoup de variétés de plantes. On évite tout ça. Oui, il faut les éviter. Il faut les éviter. Pour la circonstance, il faut l'éviter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce virus Zika dont on parle a déjà atteint les côtes ouest africaines. Le virus est déjà présent, a déjà été signalé au niveau du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Donc ça veut dire que quelqu'un est venu avec Quelqu'un serait venu parce qu'ils ont bien vérifié, ils ont vu que c'était la même souche. C'est la souche asiatique qui a été découverte au Cap-Vert. Donc à partir de ce moment-là, nous avons à notre niveau la présence du moustique. Si il vient s'ajouter à cela la présence du virus, la propagation de ce virus-là serait très très facile. Donc c'est pour éviter ça que nous avons pensé qu'il serait très utile de prévenir. C'est-à-dire que cette campagne de démoustication-là, c'est dans un cadre de prévention. Comme on le dit souvent, on dit qu'il est mieux souvent de prévenir que de guérir. Donc c'est dans le cadre de la prévention. Pour le moment, il n'y a pas de cas de virus Zika en Côte d'Ivoire. Mais il faut prévenir. À nos portes. Voilà, ils sont à nos portes. On prévient de sorte à réduire au maximum la densité de moustiques. De sorte que même si on touche du bois, même s'il arrivait que le virus arrivait à pénétrer sur notre territoire par le biais des humains, la propagation soit interrompue le plus tôt possible. Et là, il faut agir sur les populations de moustiques. Et ça ne peut se faire qu'avec la participation des populations. Maintenant, vous nous avez expliqué qu'il fallait gérer son intérieur en évitant les eaux stagnantes à l'intérieur. Mais quand on est dans une cour commune ou bien quand on est aux abords d'un caniveau, et quand on voit, il y a des scènes réelles aujourd'hui où on voit les caniveaux, on voit les eaux stagnantes, ce n'est pas chez soi. Ce n'est pas chez soi. Comment on fait? Bien. Effectivement, c'est la partie de la lutte qui fait intervenir plus d'un. Nous sommes ici aujourd'hui en tant que ministère de la Santé, de l'hygiène publique. Mais le ministère de la Santé, en tant que seule institution, ne peut pas arriver à bout de cette lutte. Parce que le curage, par exemple, des caniveaux n'est pas du ressort du ministère de la Santé. Il y a d'autres ministères qui sont plus habilités à le faire. Et nous avons été interpellés, par exemple, au cours de nos premières phases de sensibilisation dans la commune de Marcory et de Port-Bouy. La population adhère. Mais la population pose cette question. C'est vrai, nous allons assainir autour de notre environnement, autour de nos maisons, mais et les caniveaux. Donc, à ce niveau-là, les autorités compétentes
sont déjà interpellés, de sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle dans les caniveaux, là, de sorte qu'il n'y ait plus d'obstacle dans les caniveaux pour retenir l'eau. Parce qu'on a parlé d'eau, hein, les moustiques pondent dans de l'eau stagnante. Tant que l'eau ne stagne pas, quand l'eau coule, les moustiques évitent d'y pondre. Voilà. D'accord. Maintenant, les personnes... maintenant, est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'il y a un traitement curatif? Traitement curatif spécifique, non. Mais on en guérit. On en guérit comment? Parce que pour le moment, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique. Mais on arrive à faire ce qu'on appelle le traitement symptomatique. La personne atteinte, par exemple, de cette maladie-là peut souffrir de céphalée, de maux de tête, de courbatures, de fatigue générale et autres. On fait des traitements d'appoint pour améliorer le comportement de son organisme, de sorte que l'organisme même arrive à se défendre vis-à-vis du virus. Voilà. D'accord. Vous avez dit qu'il y avait un taux de mortalité interpellant. Le taux de mortalité, scientifiquement, le taux de mortalité lié à cette maladie n'est pas aussi élevé que soit. Si vous prenez bien les chiffres au niveau du Brésil, plus de 1 million de cas confirmés. On a enregistré que 757 cas de microcéphalie, c'est-à-dire chez les enfants, 757. Quand vous faites le rapport, ce n'est pas aussi élevé que ça. C'est les enfants qui ont des microcéphalies. Oui. Ce sont les enfants qui gardent ces séquelles ou ce sont les enfants qui en meurent souvent? Ils vont garder ces séquelles ou bien même ils peuvent en mourir. Okay. Voilà, ils peuvent en mourir. Et parmi ces enfants, les enfants avec ces signes de microcéphalie-là, on a enregistré 154 cas de décès. Donc le taux de mortalité est faible, mais il faut s'y prendre pour éviter quand même que cette maladie-là circule sur notre territoire. Alors, est-ce que vous donneriez comme conseil aux femmes ivoiriennes ou aux femmes qui habitent en Côte d'Ivoire de ne pas tomber enceinte actuellement? Non, je ne m'avancerai pas certainement dans cette logique. Ne pas tomber enceinte, c'est une décision qui vient du plus haut niveau. Ce qu'il faut dire... Niveau quoi? Niveau spirituel? Oui, non, au plus haut niveau, au niveau de l'administration. D'accord. Notre message aujourd'hui, c'est de sensibiliser toute la population, y compris les femmes. Non, parce que je dis ça simplement parce que ce que j'ai compris, ce que je crois savoir, c'est que l'enfant a un diamètre de tête anormal. Anormal, oui. Et si Dieu fait qu'il reste en vie, sa tête ne va pas changer. Pas changer. Et il y aura forcément des séquelles et des conséquences. Il y aura des conséquences. Donc ça veut dire que la femme, elle aura beau prier, ça va être exceptionnel que l'enfant redevienne normal. Mais puisque pour le moment, le virus ne circule pas. Okay. Le virus, la circulation du virus n'est pas encore confirmée en Côte d'Ivoire. Donc il serait quand même pas tout à fait juste de lancer ce message. D'accord. Voilà. Voilà qui est clair. Ça, c'est clair. D'accord. Par contre, on rentre dans le cadre de la prévention. De la prévention. Dans le cadre de la prévention, l'objectif ici, c'est 0 gîte larvaire à domicile. 0 gîte. Qu'est-ce qu'on appelle gîte larvaire en fait? Le gîte larvaire, là, c'est tout contenant qui peut retenir de l'eau et servir de lieu de ponte aux moustiques. Alors, on a parlé des pots de fleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part des pots de fleurs, il y a les pneus. Moi, je change mes pneus. Comme d'habitude, l'Ivoirien, il a toujours gardé, il regarde l'état du pneu, il s'est dit que bon, ça peut dépanner. Ça peut dépanner un jour, il ne jette pas, il garde. Et où il garde ça dans la cour, là, sous la pluie, sous le soleil. Ce pneu-là contient de l'eau. Et le pneu contenant de l'eau, c'est un gîte, un lieu de reproduction, d'élevage tranquille des moustiques. Et le monsieur ou la dame ne sait pas que c'est de là que proviennent les moustiques. Toutes les fois, il fait appel à des services qui viennent faire des traitements intradomiciliaires. Malheureusement, pour la plupart de ces sociétés-là, les gens même qui font le traitement ignorent la présence des gîtes larvaires. Donc, tant que vous avez des gîtes larvaires chez vous à la maison, le traitement ne sera pas efficace. Ça, c'est clair. Parce que le traitement que vous faites, c'est le mur ou bien les rideaux que vous imprégnez d'insecticides de sorte à empêcher les moustiques de s'y poser. Mais quand vous êtes assis sur votre véranda,
Le moustique a fait son développement dans le pneu dont je parle là. Il a fini son développement, il y a eu accouplement, fécondation. Le moustique femelle a besoin de prendre son repas sanguin. Vous êtes assis là, pas de protection. Il prend son repas, il vous pique, il est parti. Et quand le moustique va vous piquer, vous allez rappeler... On sent toujours la piqûre de moustique? On sent généralement, au fait, ces insectes-là sont dotés d'un système d'anesthésie. Oh là. Oui. Généralement, quand ils vous piquent, ils vous injectent cette salive-là. Et c'est souvent à travers cette salive que les pathogènes passent. Les virus, les parasites et autres. C'est en ce moment-là que cela passe. Ça atténue la douleur, en général, d'une manière générale. Donc on ne sent pas trop? Vous ne sentez pas. C'est quand il va finir de vous piquer que vous sentez, vers la fin, souvent il est très chargé. Vous remarquez qu'il a l'abdomen très rempli. Et c'est en ce moment-là que vous allez sentir. Il y a des fois même, il finit et puis il s'en va. Et ça, après, vous sentez la douleur, vous grattez. En ce moment, le mal est fait. Voilà. Donc, le message essentiel ici, c'est ce que je disais tantôt, c'est d'éviter que les moustiques utilisent nos maisons pour leur reproduction. Alors, il y a une croyance Enfin, on croit que quand on a beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes, ça attire les moustiques, c'est vrai? Ça attire les Quand on a un très beau jardin, et la fierté, c'est d'inviter les amis autour d'un barbecue dans le jardin, sans pour autant qu'il y ait de points d'eau qui stagnent. Hein. Mais on a un très beau jardin, très fleuri. Bien, ça c'est tout à fait normal. Vous savez que pour tout organisme, on a besoin de repos. Oui. Et ces moustiques-là, quand ils ont pris leur repas sanguin, ils vont se reposer quelque part pour digérer. Carrément. Carrément. Et ces lieux touffus, ces fleurs-là, que nous prisons, eux aussi, ils aiment. Donc, ils viennent à l'intérieur, ils se reposent. Même s'il n'y a pas d'eau chez vous, que le voisin a de l'eau, le voisin entretient, comment on appelle, continue de faire l'élevage du moustique, le moustique va le cycle va commencer chez le voisin, les moustiques émergent là, ils prennent leur repas sanguin, mais ils peuvent se reposer chez vous. Ils se reposent chez vous. Après le repos, il doit reprendre un autre repas sanguin. Il n'est plus obligé d'aller chez le voisin là-bas, il peut prendre ça chez vous. Donc les fleurs là aussi attirent d'une manière ou d'une autre les moustiques. C'est pour le repos. C'est pas qu'ils font les enfants. Ils se reposent là-bas. C'est pour se reposer. Carrément. Sinon, les œufs de moustiques, c'est l'eau. Et sans eau, pas de moustiques. Quand tu sais que sans eau, pas de moustiques, donc tu n'offres aucune possibilité. Mais et si j'ai un magnifique jardin, de magnifiques plantes, j'ai compris maintenant. Mais et si j'ai une très belle piscine, et je suis très fière d'inviter mes amis autour de la piscine. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il faut vider la piscine? Non, pas vider la piscine. La piscine s'entretient. Il y a des services d'entretien de piscine. Quand la piscine est bien entretenue, la piscine, avec la circulation d'eau et tout ça, les moustiques n'y pondent pas. Les moustiques vont pondre dans les piscines abandonnées, maltraitées. Ok. Oui. Quand la piscine est abandonnée, vous avez, à l'époque où tout était presque rose, vous avez pu installer une piscine. Malheureusement, vous n'arrivez plus à entretenir la piscine. Si vous n'arrivez plus à entretenir la piscine, videz-la. Videz-la tranquillement. Sinon, c'est un nid de moustiques que vous créez comme ça. Voilà. Une industrie même. Une industrie de moustiques. Ouais, c'est le mot. D'accord. Donc, on est quasiment au terme de notre entretien. Quels sont les grands points que vous souhaitez que l'on retienne? Et puis on dit démoustication. On ne dit pas démoustification. Non, ce n'est pas démoustification, c'est démoustication. Le grand point qu'il faut retenir ici, c'est que, vu la menace que constitue cette maladie à virus Zika, nous avons décidé au niveau... Et pourquoi Zika? Zika, c'est quoi? C'est qui? Zika, c'est là où ça a été découvert pour la première fois. D'accord. Voilà, le nom vient de là. Donc, on a décidé de se prévenir, de se protéger contre l'arrivée de ce moustique-là. Du virus. Et puisque le moustique qui transmet la maladie existe chez nous, donc il y a cette campagne de démoustication. En général, quand on parle de démoustication, les populations s'attendent à une fumigation. À l'époque, quand nous étions petits, il y avait ces hélicoptères-là qui passaient et qui faisaient descendre de la fumée. C'est ce que la population retient. Mais nous pensons que cette étape-là, c'est une étape complémentaire à notre action. Notre action, c'est d'abord faire passer
des équipes de sensibilisation qui vont passer de ménage à ménage et sensibiliser tant qu'on peut les populations au risque réel de garder chez eux à la maison des gîtes larvaires. Le premier passage étant fait, la sensibilisation, il y a une deuxième équipe qui passe toujours, c'est la démoustication qui continue. La deuxième étape maintenant va consister à faire venir une autre équipe qu'on a appelée l'équipe de gestion des gîtes larvaires. On vous a sensibilisé, mais il y a des gens maintenant qui vont venir avec vous, avec votre accord, chercher dans votre environnement immédiat des gîtes larvaires, on vous les monte et on détruit ces gîtes larvaires-là. Si vous avez des pneus abandonnés, des pots de fleurs, des boîtes de conserve qui ne servent absolument à rien et qui retiennent de l'eau, on les élimine, on les envoie au niveau de la décharge. Donc ils vont pulvériser aussi? On va pulvériser, mais on ne pulvérise pas chez vous à la maison. Chez vous à la maison, c'est de vous amener à éliminer tous les gîtes larvaires. Maintenant, j'ai une dernière question. Les moustiques, est-ce qu'ils aiment la hauteur? Quelqu'un qui est en appartement en hauteur, oui. Est-ce qu'il y a plus ou il y a moins de possibilités de moustiques plutôt que quelqu'un qui est en villa? Quelqu'un qui est en villa est plus exposé que quelqu'un qui est en hauteur. Les moustiques n'aiment pas le vent? Pas que les moustiques n'aiment pas le vent. Vous savez, en toute chose, on va à un point B lorsqu'on n'a pas obtenu au point A ce que l'on recherche. Moi, je suis au niveau d'un immeuble, par exemple. Et au rez-de-chaussée, le moustique a la possibilité d'avoir son repas de sang là. Il va aller chercher quoi au premier ou au deuxième ou au troisième? Il n'ira pas là-bas. Oui. Mais si au niveau de l'immeuble, celui du premier a créé un système de sorte que le moustique n'a pas accès, pas de lieu de reproduction, pas de possibilité d'accès pour prendre son repas sanguin, il fait quoi? Il cherche à monter, il vole, ainsi de suite. C'est ce qui va l'amener en hauteur. Donc, si vous me permettez, les 3 étapes, là, c'était en fait ça, la sensibilisation, la gestion des gîtes larvaires. Et cette gestion des gîtes larvaires là, est appuyée par la thermonébulisation, la fumigation. C'est ça, en fait, cette fois-ci, la fumigation, thermonébulisation. Nébulisation. Oui. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'utiliser des avions ou des aéronefs, nous, on va utiliser des véhicules dans lesquels on va déposer ces appareils-là pour passer dans les... Et ça ne tue pas les animaux? Si non, on a ça des chiens, tue pas. Des chats... Non. La dose qui est utilisée ne tue pas les animaux. Ce n'est pas dangereux pour l'homme, mais je ne dis pas aux uns et aux autres de rentrer quand même en contact avec cette fumée-là. Oui, bien sûr. On évite. Il faut l'éviter. Donc, c'est ça, en fait. On peut avoir un téléphone, s'il vous plaît? Un numéro de téléphone, c'est le 07. Pardon, le numéro de téléphone, c'est il faut joindre le 143. 143? Oui, le 143. Quand c'est court comme ça, c'est gratuit, généralement? Oui, c'est gratuit. C'est le ministère de la Santé. 143. Voilà. 143. 143. OK. C'est comme le même numéro que lorsqu'on gérait la crise virus Ebola. Okay. Voilà. C'est le même centre. On peut manger de la viande de brousse, hein? Oui, c'est ce qui a été... C'est ce qui a été officiellement annoncé. C'est paradoxal, mais bon. Donc, oui, on peut manger. Au niveau du ministère, il fallait lever ces interdictions. Mais le ministère ne peut pas dire de manger la viande de la brousse pendant que le ministère des Eaux et Forêts interdit la chasse. Vous voyez, il y a un paradoxe. D'accord. Donc, on fait quoi? On mange la goutte ou on ne mange pas? Les interdictions qui étaient au niveau du ministère de la Santé sont levées. D'accord. Voilà. Merci, docteur. Merci. Chacun interprète comme il veut. D'accord, je vous remercie en tout cas infiniment pour cette sensibilisation. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Nous avons débordé, mais c'est très important. Hein. Toutes les personnes qui nous suivent, vos machines, tout le monde est concerné. Donc, c'était très, très opportun. Alors, il s'appelle Franck-Olive Legré, il s'appelle Doumbia Wilfried également. Ils sont à la réalisation. Une transition. Nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. À tout de suite.